Bonjour, c'est Bito Vaoba sur CPAM radiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Mathieu Olson, Rome, Chantal Tilou, Jean-Paul et Franz Voltaire et moi-même. Et cette fois-ci, on revient avec cette élection contestée au Venezuela de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro qui annonce tout simplement un coup d'État des États-Unis. Je ne sais pas trop pourquoi il parle de coup d'État des États-Unis. Oui, il y a le secrétaire d'État américain qui a dit qu'il a des preuves claires et tangibles, à savoir que l'opposant a été élu et non Nicolás Maduro, mais ça n'en fait pas un coup d'État. Oui, peut-être qu'il y a 3 États en Amérique latine, 3 ou 5 environ, qui reconnaissent déjà l'élection de l'opposant de Nicolás Maduro. Est-ce que ça en fait un coup d'État? Je ne comprends pas. En tout cas, messieurs, la suite reste à voir parce que Nicolás Maduro annonce les couleurs par rapport à une manifestation monstre qui est annoncée aujourd'hui. Est-ce qu'il va procéder à des arrestations? Comment va se comporter Nicolás Maduro? Olson, as-tu une idée? Comment il va se comporter? Les États-Unis déjà, l'élection qui a mis Maduro comme président, les États-Unis contestaient déjà ça et les États-Unis supportaient le jeune là qui était en face. Comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom, oui, mais tout à fait. On n'en entend plus parler. Alors déjà, encore une fois, c'est l'éternel retour des choses, c'est la gauche qui prend son coup, quoi. Et Maduro, Maduro c'est quand même un président de la gauche. Et les États-Unis a horreur de ça. C'est la politique des États-Unis, c'est un peu engloutir toute idée gauchiste dans la zone. Et voilà, c'est comme on peut dire, c'est l'éternel retour des choses. C'est le principal objectif des États-Unis. Des États-Unis, quoi. Bon. D'exclure ça. D'exclure. Alors, messieurs, professeur Rome. Je mentionnais, oui, la dernière fois, je mentionnais, alors c'est notre collègue parlait de Juan Guaido. Juan Guaido. En fait, j'essayais de vous dire le nom, mais mon micro apparemment était... il y a un petit malin qui a fermé le micro. Hein? Oui. Donc, Juan Guaido, qui était à l'époque le président de l'Assemblée nationale, qui n'était pas élu, mais que les Américains avaient décidé de reconnaître, et Juan Guaido avait essayé de soudoyer les militaires, de provoquer des défections. Ça n'a pas marché. Au sein du commandement militaire, et ça n'avait pas donné de résultat. La dernière fois à cette émission, j'indexais, je mettais le doigt sur la stratégie américaine pour la situation à laquelle nous sommes arrivés au Venezuela. Évidemment, ça avait provoqué quelques réactions, notamment de la part de vous-même, Maître Pierre, qui disait qu'il n'y avait pas que les sanctions américaines. Bien entendu, je l'avais dit dans mon intervention, il y a la corruption qui gangrène le Venezuela. Il y a aussi des mesures économiques discutables, pas très efficaces, qui ont été donc la mauvaise gouvernance
qui caractérise la présidence de Maduro depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2013, mais il faut reconnaître que la stratégie américaine, c'est une stratégie qui a grandement contribué à mener au désastre que nous vivons. Et j'apprécie que le collègue l'ait mentionné, ce n'est pas une stratégie qui vise uniquement le Venezuela. Il faut penser, en parlant du Venezuela, il faut penser à Cuba. Les Castro sont arrivés pour chasser au tournant de la décennie 50, les Batista qui étaient au pouvoir, évidemment, qui travaillaient à la solde des Américains, qui pouvaient conquérir des parts de marché. Et aujourd'hui, regardez ce que Cuba est devenu, et on doit se poser la question pourquoi. Quel crime que Cuba a connu? Cuba a commis le crime, le péché d'avoir adopté le socialisme, le communisme, ce que les Américains ne veulent pas. Donc, on n'a pas, les nations qui sont censées être souveraines n'ont pas le droit, ne peuvent pas exercer leur droit à l'autodétermination. Si je peux prendre rapidement un autre exemple, c'est le cas de la Bolivie. Mais j'aurais pu prendre le Chili avec Allende dans les années 70, Allende qui a connu le sort que vous connaissez, qui a été tué lors d'une attaque contre le palais de la Rosada. Alors, à chaque fois qu'un leader de gauche arrive au pouvoir, il y a un syndrome castriste, et la République dominicaine aussi, avec Juan Bosch, avait connu la même chose. Il y a une persécution presque systématique et ceux dirigeants socialistes, ces dirigeants sont accusés de tous les maux. On va leur couper les vivres. Ils n'auront pas accès aux sources de financement auprès des institutions internationales, ce qui va donner quoi? Non seulement ça va provoquer l'effondrement de l'économie, mais ça va obliger ces dirigeants progressistes à, si vous voulez, être moins exigeants, moins regardants. Et donc, leur entourage vont pratiquer le trafic illicite de stupéfiants, vente de cocaïne, de la drogue, pour pouvoir alimenter la base. Et après, ces dirigeants seront persécutés, accusés par les Américains, seront arrêtés. Par exemple, vous savez que Nicolas Maduro est lui-même fait l'objet d'un mandat, de recherche de la part des Américains qui ont offert jusqu'à 15 millions de dollars pour son arrestation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maduro n'a probablement pas gagné les élections. Il a compris que la stratégie américaine a donné, entre autres raisons, les conséquences que nous connaissons au Venezuela, aidé par la Chine et la Russie de Vladimir Poutine, qui avait dépêché des militaires, des conseillers militaires au Venezuela. Mais il s'est dit, je comprends le jeu, même si je perds les élections, je vais me maintenir au pouvoir. Maintenant, est-ce que les Américains recourent à la même stratégie qu'avant, qui consiste à faire quoi? De la même façon qu'il avait reconnu Juan Guaido, aujourd'hui, ils disent, nous reconnaissons le candidat de l'opposition, Edmundo González, comme étant le président légitime du pays. Ça n'avait pas donné des résultats avec Juan Guaido. Est-ce que ça va donner des résultats aujourd'hui? Mais je terminerai en mentionnant un problème ici. C'est l'arrogance de l'Occident. Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes graves qui ont entaché les élections au Venezuela? À n'en pas douter. Est-ce qu'il n'y a pas de problème grave avec Maduro? À n'en pas douter. Est-ce qu'on peut approuver les persécutions contre l'opposition, la presse? Non. Ceci étant dit, si Maduro est effectivement responsable de quelque chose, si les élections ont effectivement été entachées d'irrégularité, il ne revient pas aux Américains de dire, moi, qui sont quand même partisans, je reconnais le président, eh bien, je vais contribuer à une déstabilisation du pays, quelles qu'en soient les conséquences. On se rappelle que en Bolivie, on avait dit que l'élection organisée par le camp d'Evo Morales
n'était pas bonne, était entachée d'irrégularité avant que l'Union européenne ne se contredise en disant nous nous étions probablement trompés. Donc tout ce qui se passe au niveau de l'Amérique latine, nous qui sommes d'origine haïtienne, nous sommes très très familiers avec parce que ce sont les mêmes persécutions qui avaient été orchestrées depuis Washington, depuis Ottawa, depuis Paris contre Jean-Bertrand Aristide, qui n'était certes pas un ange. Pourquoi? Parce qu'il demandait la restitution de la dette de l'indépendance et était un grand pourfendeur des Américains et parce que c'était un adepte aussi de la théologie de la libération. Donc c'est pourquoi, chers collègues, je vous invite, au-delà de ce qu'on peut reprocher à Maduro, mais de comprendre aussi cette stratégie de déstabilisation orchestrée depuis les grandes capitales occidentales. À chaque fois qu'un dirigeant progressiste arrive au pouvoir dans la région et au-delà, cela les énerve et puis ils vont prendre des mesures qui vont provoquer l'effondrement du pays pour saper la base populaire de ce dirigeant. Et je pense que ce à quoi on assiste au Venezuela reflète bien cette stratégie. Tilou, oui. Allô, Tilou Jean-Paul. Alors, oui, Jean-Ernest, bon, je pense que le professeur Rourom, enfin, mes collègues ont tout dit. Et par contre, moi, je me pose quand même la question, même avec toutes ces considérations, c'est qu'espère Maduro et c'est quoi sa stratégie? Et lorsque je vois qu'il rompt les relations diplomatiques avec certains de ses voisins, est-ce qu'il espère vraiment que le régime peut survivre à cette stratégie-là? Et est-ce qu'il n'aurait pas dû travailler sur une autre alternative à lui-même au pouvoir? Parce que là, je ne vois vraiment pas, est-ce qu'il espère vraiment pouvoir revenir à une situation normale au Venezuela en ayant cette stratégie-là? Et j'en doute fort. Et c'est ma plus grande crainte. Est-ce qu'en essayant de tenir tête avec tout ce que le professeur Rourom vient de dire, mais est-ce qu'en essayant de tenir tête, est-ce qu'avec cette stratégie-là, il ne se précipite pas plus près de sa fin qu'autre chose? Franz Voltaire. Bon, moi, la question, je pense que nos collègues ont soulevé un certain nombre de questions. Je n'y reviendrai pas. Je crois que la question est maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On peut toujours ergoter, discuter de la légalité des élections, de leur légitimité. Je crois qu'effectivement, on est en face d'une situation de rupture, c'est-à-dire une rupture, mais qui est là depuis un certain nombre de temps, entre l'opposition qui a quand même rassemblé un certain nombre de forces. On est dans une situation de guerre civile larvée. Et là, cette politique pour que l'opposition va vers la confrontation, le gouvernement de Maduro va aussi vers une forme de confrontation. Je crois que, et en Amérique latine, on voit aussi la ligne de fracture. L'Argentine, le Salvador, le Pérou, l'Équateur, qui sont, et le Costa Rica, des gouvernements qui ont rompu en reconnaissant Edmundo González comme futur président, qui ont rompu avec Maduro et qui ne pourront jamais se présenter comme des médiateurs. Par contre, je crois que d'autres pays essaient de trouver une forme de médiation, de trouver une forme de sortie politique de cette crise profonde qui traverse le Venezuela, soit en réorganisant des élections, mais ce qui pose aussi un certain nombre d'autres types de problèmes. Ce qui risque de se passer, et c'est la peur d'un certain nombre de pays, c'est un flux migratoire, c'est-à-dire si le gouvernement de Maduro opte pour une solution de confrontation, c'est-à-dire contre l'opposition, eh bien, on risque d'avoir de nouveau un flux migratoire extrêmement important. Rappelons-nous que plus de 5 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays déjà pendant la décennie antérieure. Donc on risque de voir s'accélérer la migration vénézuélienne au moment où les économies latino-américaines sont confrontées à des problèmes majeurs. Et donc, c'est pas... Et là encore, aujourd'hui, on voit très mal des opérations militaires américaines. Je pense que les Américains vont essayer d'appuyer González, de mobiliser des forces internes au pays, mais
on voit très mal monter une opération au moment où on a cette crise dans le Moyen-Orient, au moment où on a la crise entre l'Ukraine et la Russie. Ouvrir un nouveau front serait très difficile. D'abord parce que occuper le Venezuela, ce n'est pas une mince affaire. On parle d'un pays de plus de 30 millions d'habitants, d'un pays avec des forces armées dont l'équipement n'est pas américain. Donc, en fait, Maduro va s'appuyer, à mon avis, sur ses alliances avec la Chine, la Russie, l'Iran, et en ce sens, s'appuyer aussi sur les forces armées. Parce que les forces armées vénézuéliennes ont appuyé cette réélection de Maduro. Ça, il faut être clair. Et donc, l'opposition qui avait tenté, je pense que Chantal avait soulevé cette question, l'opposition à l'époque avec Guaido, et même bien avant Guaido, avait tenté de soulever un certain nombre de militaires contre le régime. Mais le régime s'appuie aussi sur des forces armées dont l'équipement aujourd'hui n'est pas américain, dont les structures de commandement et l'équipement est plutôt russe et chinois. Donc, l'appui de ces gouvernements à Maduro peuvent donner, je dirais, une sorte de bouffée d'oxygène au régime de Maduro, même si cela n'est qu'à court terme. Donc, moi, je pense que ce qui risque de se passer, c'est d'abord un affrontement. D'abord, Maduro l'a annoncé qu'il pourrait être poussé à arrêter les leaders de l'opposition. Alors, messieurs, oui, on a analysé, on a dit presque tout sur la question. On a surtout dit que les États-Unis ont une grande part de responsabilité pour tout ce qu'on sait depuis Cuba jusqu'au Venezuela, en passant par les autres et les autres alouettes. Mais il reste que la réalité, même si elle a été provoquée, mais elle est ce qu'elle est pour le peuple vénézuélien, ça veut dire la misère abjecte, ça veut dire une inflation dépassant les 500 combien %, n'est-ce pas? C'est beaucoup, beaucoup, et le peuple est exsangue, est obligé de quitter les lieux. Si on veut se maintenir au pouvoir, et moi, la critique que j'ai là, par rapport à ces régimes de gauche, c'est de vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte. On a l'exemple au Nicaragua. On a l'exemple au Nicaragua de Daniel Ortega. Mais là, à un moment donné, là, ça va faire. Maître Pierre, c'est cohérent. Alors, il faut dire, les États-Unis nous aident en Haïti. Non. Si je suis votre logique. Donc, non. La question n'est pas une question morale. Comment vous dites, France? Non, vous devriez dire, écoutez, les États-Unis nous ont toujours aidés. Parce que les États-Unis... On parle d'Haïti. Eh bien oui, la politique américaine vis-à-vis d'Haïti, les élections faussées, c'est pourquoi je dis que c'est toujours le double standard des discours. Mais je n'ai pas dit que... On a vu les régimes qu'on veut. Regardez l'Argentine. L'Argentine qui était un pays aussi riche que le Canada, aujourd'hui la moitié de la population va dans les poubelles. Mais je n'ai pas dit, France, que les États-Unis ont aidé ou n'ont pas aidé. Je reconnais ce que vous avez dit, que les États-Unis ont contribué à faire du Venezuela ce que le Venezuela est devenu avec une inflation. Mais maintenant, on a saisi les acquis. Non, moi je prends tout ça pour acquis et c'est vrai. Et je vous dis, mais laissez-moi terminer et c'est vrai. Mais maintenant, lorsque vous voulez vous maintenir au pouvoir contre la volonté de l'autre, est-ce que vous pensez au peuple? Le peuple doit continuer à fuir parce que vous n'allez pas avoir une aide qui va améliorer la situation du peuple. Contre la volonté de quel autre? Tu as dit que lorsqu'on veut se maintenir au pouvoir contre la volonté... Je prends pour acquis que les États-Unis contribuent à la détérioration de la situation socio-économique au Venezuela, point. C'est comme lorsqu'on dit en Haïti que quelqu'un a la maladie qu'on lui a envoyé un sort et que la personne a le sida. Mais lorsque vous allez voir cette personne-là,
Cette personne a véritablement le sida. Il faut traiter le sida. Alors, dans la situation du Venezuela, c'est une situation où le peuple ne peut plus vivre. On essaie de comprendre. Ouais. Si on essaie de comprendre, on peut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardez, l'Argentine, qui est un régime d'extrême droite, la population, la moitié de la population, un pays qui était avec des niveaux où les Suisses émigraient en Argentine, où les Français émigraient en Argentine. Aujourd'hui, l'Argentine connaît des taux d'inflation aussi élevés, presque aussi élevés que le Venezuela. Donc ça va au-delà de cela. Je crois que Rogom a soulevé, il y a des questions internes, des questions de mauvaise gouvernance, des problèmes de corruption. Nous, on essaie de comprendre le contexte politique et ses effets. Moi, j'essaie de comprendre. Non, attendez, maître Pierre. Mais quand on voit la question, on peut toujours juger. Bon, moi, je ne suis pas juge. J'essaie de comprendre. Et j'essaie de comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire, on est dans une situation, et quand je parle de guerre civile, elle peut être larvée. Ça veut dire que ce gouvernement n'aurait pas pu rester au pouvoir s'il n'avait pas un certain appui. C'est-à-dire, c'est pas un gouvernement de quelques individus. Il y a un appui, certes. Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que c'est 40%? C'est 50%? J'en sais rien. Mais je vous dis que on est dans une situation de guerre civile. Moi, j'essaie de comprendre. Pour la moitié de la population, au moins la moitié ou une partie de la population appuie le régime. Sans ça, il se serait écoulé depuis très longtemps. Est-ce que Franz, Voltaire, Rome, Tilou et Olson, est-ce que si Maduro se maintient au pouvoir, il parviendra, avec l'aide de la Chine tout à l'heure, avec l'aide de la Russie, à augmenter le niveau de vie du peuple vénézuélien? Non, mais nous sommes là pour analyser, va augmenter, parce que ce qu'on voit là, cet exode du peuple vénézuélien qu'on voit là. Maître Pierre, vous n'avez pas analysé la migration. C'est un pays où il y avait une très forte classe moyenne. Alors, tout va bien au Venezuela, on laisse tranquille le Venezuela, ça va bien. C'est plus compliqué que ça, Maître Pierre, c'est plus compliqué. On ne peut pas lancer d'anathème. Essayons de comprendre. Moi, ce que je veux dire, c'est pas le peuple qui part, c'est pas le peuple, ça n'existe pas. Ceux qui partent, il y a effectivement une grande partie, 5 millions sur 36 millions, c'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup, mais ce ne sont pas les plus pauvres qui partent. C'est-à-dire comment va se jouer cette affaire-là, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne peux pas le prédire. Quel sera le comportement de la population, tout ça reste à voir. Quels seront les effets de tout cela? Moi, je vois qu'on est dans une situation, quand je parle de guerre civile, je pèse mes mots, une guerre civile peut être larvée, elle ne se manifeste pas nécessairement dans des affrontements armés, mais il y a toujours cette possibilité. Dernier mot, Rogom et Tilou, oui. Maître Pierre, moi, ce que je tiens à souligner, et j'ai aimé que Franz l'ait dit, notre rôle ici à cette émission, en tout cas le mien, n'est pas de condamner, de donner dans un moralisme arrogant. Bien entendu, nous avons toujours fait cela, condamner quand il convient de le faire. Notre tâche, mission, consiste à comprendre et à expliquer pourquoi. Maître Pierre, moi, je le dis, originaire d'Haïti, ces mêmes Américains, Canadiens, qui condamnent les élections truquées, violées au Venezuela, ont contribué en 2010 à porter au pouvoir dans mon pays d'origine Michel Martelly, qui n'était pas élu. Les Clinton, vous le savez, Maître Pierre, je vois que vous agitez la tête. parce que non, vous êtes en train de dire le contraire de l'intro que vous avez faite, de ne pas condamner. Vous êtes en train de condamner. C'est un jugement moral qui est porté à ce moment-là. Oui. On a dit que c'est un rapport de force qui s'exerce entre les peuples. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui, dans mon intervention, dans les premiers mots que j'ai prononcés, reviendrait à condamner? Rien. Je ne dis pas. Je dis seulement, je dénonce seulement l'hypocrisie de ces grandes capitales, mes Pierre. Dénoncer ou condamner, c'est la même chose, pas vrai? Comment? Dénoncer, condamner, c'est la même chose. Non, en fait, ce que je fais, je mets
en parallèle. Le comportement des Canadiens, Américains, Français, entre autres pays qui condamnent ce qui s'est passé au Venezuela, et j'ai dit dans mon intervention, vraisemblablement, il y a eu fraude, mais j'essaie d'expliquer que ces mêmes pays qui condamnent les irrégularités ayant entaché les élections vénézuéliennes ont contribué à porter au pouvoir en Haïti quelqu'un qui n'était pas digne d'être président et qui, après une décennie passée au pouvoir, je fais référence au PHTK, a enfoncé notre pays en grande partie dans la situation grave crise dans laquelle il se trouve plongé. Donc, je dis ceci. Pourquoi, M. Pierre? Il ne faut pas croire qu'en dénonçant la situation au Venezuela, les Américains, les Canadiens, les Français essayent de porter quelque valeur que ce soit. C'est un pays extrêmement riche en ressources naturelles qui est convoité par ces pays et ils veulent porter au pouvoir des dirigeants qui sont dociles, qui pourraient leur donner des parts de marché conséquentes. Maintenant, je terminerai, M. Pierre, pour dire que il faudrait que les Canadiens, les Américains, les Français comprennent que des pays comme le Chili, comme Haïti, la République dominicaine, n'ont pas le droit de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. S'il y a un homme de gauche qui est élu aux États-Unis, la Chine et la Russie ne vont pas le renverser. Un homme de droite, ils ne le feront pas de la même façon. S'il y a un homme de gauche qui est élu dans un pays donné, il ne faut pas le persécuter, il faut lui donner la chance de gouverner son pays conformément au mandat populaire constitutionnel qu'il a reçu. Et après, si on n'est pas satisfait de cet homme, il y aura des élections, la population s'en débarrassera. Le problème, Maître Pierre, je ne cesserai jamais de le dire à cette émission, notre tâche consiste à faire l'étymologie, et pas l'étymologie, la généalogie des crises, au sens de leurs origines obscures. Ce qu'on voit avec Maduro est le reflet d'un problème beaucoup plus profond, le fait que le chavisme ait été perçu comme subversif et contraire aux intérêts des grandes puissances libérales occidentales, ça fait aussi du problème car les persécutions n'ont pas été des persécutions qui visaient à défendre le peuple vénézuélien, mais les intérêts des puissances occidentales. Mais est-ce qu'on s'entend, messieurs? Mais je pense qu'on peut s'entendre, juste une petite affaire, France. Est-ce qu'on peut s'entendre que tous les pays, de nos jours-là, nous avons la preuve que tous les pays essayent d'influencer tous les pays. On a essayé d'inférer dans les élections américaines, les élections canadiennes, partout pour changer de gouvernement, pour mettre un gouvernement favorable aux Russes. Donc, arrêtons de dénoncer l'Iran, l'Inde, la Chine, la Russie quand ils font ça au Canada. Alors arrêtons Non, mais on les dénonce ici, il faut les dénoncer ailleurs. C'est le contraire, professeur. C'est le contraire, parce que on fait des analyses à double standard. On dénonce de ce côté-ci, et puis quand c'est ailleurs, on ne dénonce pas. C'est ça, là. Moi, je ne fais que constater quelque chose en me posant la question, qu'est-ce que ça sera si Maduro retient le pouvoir, garde le pouvoir? Quel est l'avenir du peuple? Parce que les ennemis, et je dis les ennemis des gens au pouvoir, des gens de gauche, ce qui ne devrait jamais être, ne laisseront pas à Maduro le temps de se la couler douce. Oui, France. Pour moi, je voudrais faire remarquer ce que beaucoup d'analystes soulignaient, ce double standard. C'est-à-dire, on reconnaît des élections en Égypte de Sisi, même si on sait que c'est des élections, puisque organisées à plus de 90% des voix pour le maréchal président, alors qu'on se gargarise de démocratie. On reconnaît, je ne viendrai pas même plus loin, on reconnaît des régimes autoritaires dans le Moyen-Orient, on reconnaît certains régimes autoritaires en Afrique, quand ça nous arrange. C'est-à-dire la question est la suivante. Aujourd'hui, face à des problèmes majeurs que confronte l'humanité, c'est-à-dire que le Canada n'y échappera pas face à des problèmes de changement climatique, face à des risques d'affrontements militaires. Est-ce que l'on s'en va vers des trucs
vers des politiques de confrontation? Est-ce qu'on s'en va vers des politiques qui risquent d'étendre les conflits sur tous les continents? Moi, je crois qu'effectivement qu'il faut choisir d'autres voies. Il y a des voies de négociation, il faut trouver des voies peut-être de sortie de cette crise, mais sans cela, on s'en va vers des crises majeures et donc, et ce n'est pas un hasard, cette crise d'immigration. Et pour terminer, messieurs, moi, c'est que je suis tellement d'accord avec votre position et position de professeur Orom Chantal, à savoir que ces gens-là, là, quand ils viennent supposément pour aider ou critiquer la tenue d'élections, c'est pas pour le bien-être du peuple. Là. Ça, on est certain là. Mais à un moment donné, il faut aussi le dirigeant en place qui est contesté, dont on fait tout pour ornir son pouvoir, n'est-ce pas? Mais quelle est sa solution par rapport aux besoins de la population? Olson, tu veux terminer, oui? Un mot? En fait, je vais essayer. En fait, il y a le philosophe allemand Nietzsche qui disait il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, en fait. Et moi, la grande question qui me passe à la tête tout le temps, c'est, je retourne sur la question existentielle, c'est comment combattre cette maladie impérialiste? Parce que depuis quelque temps, on sent que la gauche est en conversation, est en dialogue, est en demande de dialogue, et l'impérialiste, lui, veut pas dialoguer. Et il a quelque chose en tête clair, tu vois, c'est comme exploiter les pays. Et je supporte l'idée du professeur tout à l'heure qui disait que c'est une maladie, en fait, c'est une maladie qui ronge. Tu peux toujours analyser Venezuela, tout ça, et dire qu'il y a de la corruption, mais quand les États-Unis est en face de toi, il va s'intégrer dans tous les domaines pour un peu pourrir le corps démocratique, entre guillemets. Voilà, c'est la question existentielle, c'est comment repenser la gauche militairement, cesser de demander des dialogues tout le temps, cesser de demander des faveurs. C'est clair que l'impérialisme n'est pas dans cette sorte de faveur avec toi. Il faut être clair là-dessus. Messieurs, on doit aller à la pause commerciale et on reviendra avec le dossier d'Haïti en espérant que je n'ai frustré personne, que vous avez tout dit. Petit Lou, même un petit dernier mot, sous peine de faire un petit désordre à l'émission. Moi, je dirais que la question est pertinente, à savoir qu'il ait raison ou non, vers quoi est-ce qu'on s'en va avec Maduro qui essaie de garder le pouvoir, même si, dans le principe aussi, ça me dérange un peu de dire contre la volonté de l'autre. Est-ce que la volonté de l'autre devrait compter? Mais quand on dit une chose, c'est le rapport de force, là. Le rapport de force entre les peuples. Malheureusement, c'est comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que l'autre, surtout, moi, je regarde cette élection-là, tout me dit, comme a dit professeur Orom Chantal, et on l'avait analysé samedi, que cette élection n'a rien de bien sain, hein, n'est-ce pas? Et parce que c'est un peuple qui a énormément de difficultés, ça serait un peuple qui aime ces difficultés à vouloir voter pour Nicolas Maduro. Mais cela dit... justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est une question intéressante pour nous aussi en Haïti, parce qu'on parle souvent que nous aurions peut-être des ressources, pétrole, or et autres, mais on voit que le Venezuela, malgré cette ressource, malgré cette manne, dans quelle situation se trouve le pays et la population, donc il faut vraiment suivre cela de très près pour Haïti aussi. Absolument, absolument. On fait la pause commerciale, messieurs, longtemps en retard. On revient pour la suite dans un instant. Vous cherchez une auto, un camion, neuf ou usagé, véhicule pour travailler, ne cherchez plus. Appelez-moi, Carl-Henri de Action Chevrolet Saint-Hubert au 514-777-88-98. Je vous offre le service et le financement, même si vous avez une mauvaise cote de crédit. Pas besoin de vous déplacer. Appelez dès maintenant Carl-Henri au 514-777-88-98 et